Bienvenue sur notre podcast SEO After Party par la plateforme de backlinks Linksgarden. SEO After Party, ce sont des tips, des retours d'expérience et surtout des invités de haut niveau. Pour cet épisode, j'ai l'honneur de recevoir Fred, le fondateur de l'agence Trikaya Communication. Il est également co-créateur de Your Text Guru et grand spécialiste en SEO on-site. Il partage notamment sa passion avec la communauté SEO à travers sa chaîne Twitch Trikaya Livestream. Salut Fred, comment tu vas ? Bonjour Jackie, ça va bien et toi ? Ouais, ça va super. Bon, ça me fait très plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci à toi pour l'invitation. Écoute, avec plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Alors, en quelques mots, c'est compliqué. Je suis un fan de web et de technologie depuis ma sortie de la fac, voire même mes dernières années à la fac. J'ai passé un peu plus de temps sur le web et apprendre à développer que sur mes études. J'ai pu faire mes armes en développement aux alentours de 2002. 2006, j'ai été embauché chez une entreprise qui s'appelait les Ateliers Apicius, qui s'appelle Happy & You maintenant, et je suis resté jusqu'à 2014. Donc de 2006 à 2010, j'ai fait vraiment du développement full. J'avais laissé tomber le SEO, j'avais vraiment laissé le SEO de côté. C'est dommage, c'était pas le moment. Ouais, bah oui. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. En 2010, on est revenu vers moi. J'avais fait un petit concours SEO pour m'amuser. Lequel ? Qui s'appelait Le Mistiti est dans la place. Avec Clément Pessot d'ailleurs. J'ai différentes personnes qui sont revenues vers moi en me disant écoute, on n'arrive plus à positionner les sites avec nos habitudes, avec nos techniques habituelles, on n'y arrive plus. Est-ce que tu peux nous aider ? Et puis je me suis très vite retrouvé à faire du 100% SEO pour une foultitude de sites. Il gérait plus de 800 sites pour l'hôtellerie-restauration. Donc c'était vraiment l'usine, quoi. J'ai appris à industrialiser mes process, à industrialiser toute la chaîne aussi de production web qui a un impact forcément sur le SEO. Donc j'ai formé tout le monde, des commerciaux jusqu'au boss. C'était un gros challenge quand même, 800 sites comme ça. Ben ouais, mais justement, c'était tellement un gros challenge que le mieux, me semblait-il, était justement de sensibiliser tout le monde, histoire que moi, à la fin de la chaîne de production, j'ai le truc qui ressemble le plus possible à un site SEO friendly, quoi. Et donc, 2014, j'ai décidé de voler de mes propres ailes et donc je me suis mis à mon compte. J'ai posé ma démission et je me suis directement mis à mon compte. Et donc, depuis 2014, je suis directeur de ma petite société, Trikaya Communication. Et je continue un peu en mode industrie, puisque je bosse pour énormément de clients et j'ai beaucoup de boulot et c'est très bien. Comment s'est fait ton passage de dev à SEO, justement ? Moi, en fait, j'ai toujours été SEO. J'ai toujours considéré qu'un site internet, s'il n'était pas visible, ça servait strictement à rien d'en faire un. Donc, j'ai toujours été SEO. Et avant 2006, je m'amusais même avec un pote qui faisait des études en automatisation du langage. On s'amusait à générer automatiquement des titles et des métadescriptions et à les modifier à la volée en fonction des requêtes que les gens pouvaient taper. Donc, on était déjà en mode un peu black hat à ce moment-là. C'était assez rigolo. Et c'est pour ça que je te dis que j'ai vraiment pas arrêté au bon moment parce que... Bah oui, c'est dommage. C'est vrai qu'il y a 10-15 ans comme ça, c'était encore Far West. C'est ça, c'était l'Eldorado. Et en plus, on était parti dans les techniques avancées qu'on connaît encore, quoi. On générait même des pages à la volée. On était en mode spam indexing alors que on n'en parlait pas à l'époque, ça n'existait pas, quoi. Et justement, là aujourd'hui tu es full SEO. Est-ce que le dev te manque un peu ? Non, je fais toujours du dev. Ah. Je fais toujours du dev pour des outils personnels, pour des outils internes. Je fais du dev pour des outils SEO pour des gens qui ont des besoins très spécifiques. J'ai bossé dernièrement sur un outil de spinning pour une grosse boutique en ligne. Donc spinning plus texte à trous, spin polymorphe plus texte à trous.
Et puis, j'ai fait un outil de scrap de la concurrence aussi pour la même boîte. Donc voilà. Et puis, sinon, je mets encore aussi les mains dans le cambouis, un peu moins souvent, mais pour Your Text Guru, quoi. Et c'est une prestation que tu proposes systématiquement, le dev, ou c'est parce que c'était Non, c'est quand il y en a vraiment besoin. Client, quoi. Ouais. Et puis quand c'est des trucs comme ça où je sais que je vais m'amuser, quoi. C'est des beaux projets je m'éclate à faire ça, quoi. On te voit beaucoup. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton équipe ? Mon équipe, alors c'est un peu compliqué 2020, puisque j'avais un développeur avant le premier confinement. Qui est parti en confinement, on a bossé à distance, il a chopé le Covid et avec les diagnostics qu'ils lui ont fait pour le Covid, ils lui ont trouvé autre chose, je ne saurais jamais quoi. Donc voilà, bon, c'est très triste ce qui est arrivé et j'ai un gamin de 23 balais qui est parti en confinement avec la patate et quand il est venu signer sa rupture conventionnelle, il était tout mou, tout cassé, le pauvre, quoi. Je ne saurais jamais ce qui lui est arrivé, donc je n'ai plus de développeur. Ma responsable rédactrice a décidé de voler de ses propres ailes. Donc, je vais l'accompagner, évidemment. C'est tout à son honneur. Voilà, la quarantaine et besoin de changement sur cette année un peu particulière en plus. Bon, c'est un peu olé olé comme décision, mais écoute. C'était peut-être pas le bon moment, quoi, 2020. Ça, c'est sa décision, c'est son choix. Je le respecte tout à fait. Je vais lui renvoyer tous les clients sur lesquels elle bossait sans aucun problème. Et ma femme, qui est la seconde rédactrice, est en congé parental. Donc, je peux te présenter mon équipe, mais il n'y a personne. Non, ma femme reviendra en septembre prochain. Alors, comment tu as fait justement durant cette année 2020 où finalement, la plupart des boîtes web ont quand même eu beaucoup de boulot. Ouais. Tu as dû être débordé. Ouais. Mais en fait, tout seul le truc, moi, c'est que j'ai jamais, j'ai créé c'est des postes qui sont complémentaires au travail de SEO, mais c'est pas des gens sur qui je m'appuyais. C'est la rédac, et on en a besoin pour le SEO, mais je suis tout à fait capable de trouver des ressources externes ailleurs. Le développement, comme je te disais, alors si, oui, tout ce qui débordait en fait du développement, je suis encore en train de l'assumer, quoi. Ça, c'est un peu compliqué parce que il faut coupler justement la surcharge de boulot en SEO et c'est pas évident. Oui, donc c'est gentil de t'inquiéter. donc c'était surtout en fait des services complémentaires, quoi. C'est ça, c'est des services qui tournent autour du SEO, mais je n'en dépends pas. Est-ce que tu fais de la prospection ou est-ce que c'est beaucoup de bouche à oreille ? Non, de bouche à oreille uniquement. Je fais aucune prospection. Par rapport à tes projets entrepreneuriales, est-ce que tu as des objectifs long terme où tu vis un peu jour le jour au niveau des plans, des projets ? Objectif long terme, commercialiser des outils internes que j'utilise. Your Text Guru, c'est comme ça que c'est né. Moi, j'en avais fait un outil interne en fait, et il y a un moment, je me suis dit, mais attends, ça peut être vendable en SaaS. Donc, c'est un script que j'avais récupéré chez les Perronnais quand ils faisaient des EX Lives. Moi, je l'avais optimisé. Le script au départ mettait 18 heures à s'exécuter. Donc, pour générer un guide, il fallait 18 heures. Si l'ordi plantait pas. Parce que là, il faut moins d'une minute. Là, il faut moins d'une minute. Moi, j'avais, avec mon travail d'optimisation, j'étais réduit à 18 minutes, ce qui était déjà très bien. Et on utilisait cet outil en interne avec les rédactrices. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que cet outil était d'une grande aide et devenait indispensable pour les rédactrices, quoi. Et donc, j'ai tout simplement appelé Sylvain en lui demandant si ça le dérangeait que j'utilise le script modifié pour le commercialiser. Et il m'a dit non, mais Fred, on est avec toi. Je lui dis ah bon, je lui dis go alors. Mais je lui dis par contre si vous êtes avec moi Sylvain et Guillaume, si vous êtes avec moi, si on est parti pour être plus, on va mettre Benoît dans la boucle, mais pour tout ce qui va concerner la scalabilité du service, parce que je dis là forcément on va partir sur un truc qui a plus d'ambition si on est 4, quoi. Et donc voilà où on en est à l'heure actuelle. Et j'ai d'autres outils en interne qui pourrait rendre service à bien du monde.
Et donc voilà, si je dois tracer un avenir à 10 ans, j'aimerais bien vivre de la vente de ces différents outils. Et puis que je fasse du SEO pour m'amuser et un peu moins en mode industriel. Alors c'est typique souvent des entreprises SEO comme ça d'avoir leur outil interne et souvent ils ne le sortent pas publiquement, soit parce qu'ils ne veulent pas que les concurrents aient autant d'avance, parce que c'est quand même un avantage concurrentiel d'avoir des outils internes, mais d'un autre côté ça permet de sortir des outils qui sont très efficaces, ou alors d'autres gens un jour vont le sortir. Oui, tout à fait. Tout à fait. Si ça reste chez toi, il y a un moment donné où tu te feras doubler. C'est sûr. Donc voilà, et puis ben voilà, ça me met dans le dev, ça me laisse dans l'aspect web marketing, mais pour moi, et voilà, c'est là, quelque t'as le chose côté dev et le côté SEO, donc t'as le meilleur des deux mondes, quoi. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui te motive dans ce que tu fais ? La stratégie. À l'heure actuelle, ce qui me motive dans le SEO, c'est vraiment ça, c'est me mettre à la place des clients et finalement aboutir au fait que je connaisse mieux leur business à la fin que eux-mêmes et à leur donner des conseils comme si j'étais à la tête de leur entreprise. Alors évidemment, c'est eux qui prennent la décision, mais c'est vraiment cet aspect stratégique qui me fait me lever le matin à l'heure actuelle. Et on a parlé de projets long terme, donc à 10 ans. Est-ce que tu as des choses prévues pour 2021, notamment un premier tool ou une première ébauche, une bêta ou quelque chose comme ça ? C'est pas dans les tuyaux, non. Pas tout de suite, quoi. Par contre, je suis en train de réfléchir. C'est en train de se mettre en place. Il faut que je priorise parce que j'ai plusieurs idées qui peuvent représenter des outils indépendants, mais qui peuvent aussi être réunis sous un seul et même outil. À voir. L'idée, c'est de toute façon qu'il faut sortir une V1. C'est toujours pareil en informatique. Et si tu sors pas une V1, tu sortiras jamais l'outil. C'est ça. Parce que en 2020, tu as sorti ta chaîne Twitch, donc avril, Ouais. il me semble, dans ces eaux-là. Ouais, bien joué. Et on a travaillé. Et au final, est-ce que tu as prévu justement des nouveaux canaux d'acquisition en 2021 ou d'autres projets comme ça, SEO, mis à part donc les outils qui ne sont pas tout de suite prévus ? Alors attention, la chaîne Twitch, c'est pas un canal d'acquisition. L'idée, c'était d'asseoir ma légitimité à l'échelle nationale. J'avais déjà une légitimité, mais voilà. Et vraiment, l'idée avant tout, c'est de m'amuser et de donner la parole à des gens sur des sujets qui les amusent. Ça se voit au niveau des sujets, au niveau des invités que tu as. C'est vrai que voilà, même la discussion, c'est juste de la discussion, quoi. C'est pas que du business, c'est pas que du technique. Il y a aussi de la discussion de l'humain. Donc ça, c'est vraiment bien. Tout à fait. Et l'objectif vraiment de la chaîne, c'est de tenter, alors je dis bien tenter, de réunir sur un pied d'égalité toute la chaîne de production web, parce que souvent j'entends, on dit sur les SEO, les SEO, machin, et au final j'ai l'impression qu'il y a deux mondes entre ceux qui produisent le web et les SEO, quoi. Quand je parle de ceux qui produisent le web, je parle bien de ceux qui sont au marketing, de ceux qui sont au design, de ceux qui sont à la rédac, etc. Et les intégrateurs, donc vraiment tous les métiers. Et il y a beaucoup de métiers qui s'entendent très bien, qui travaillent main dans la main, mais souvent le SEO, c'est un peu, il est un peu mis à part. Alors que pour moi, on est vraiment un chef d'orchestre dans cette histoire-là. On fait partie intégrante de la stratégie marketing. On est un outil du marketing. On fait, pour moi, le SEO, c'est clairement un outil du marketing. C'est pas du tout une entité à part. Et voilà, l'idée, ce serait de tenter de réunir un petit peu tous ces gens autour de sujets qui les intéressent plus ou moins. Voilà, si je fais des sujets sur le dev, je sais qu'il y a plein de gens en SEO qui vont pas aimer, mais c'est pas grave, je m'en fous. L'objectif, ça va être c'est de kiffer, quoi. Voilà, c'est de parler de ce que j'aime faire. Et voilà, c'est l'idée de la chaîne. Ça faisait longtemps que tu l'as préparé, cette chaîne ? Depuis fin 2019. Alors au départ, j'ai tout mis en place avec OBS, etc. Tout le setup que j'ai monté, c'était pour donner des formations à distance. D'accord. Ensuite, je m'en suis servi pour enregistrer les livrables clients.
Donc, quand je faisais une livraison de recherche de mots-clés, une livraison de structure, une livraison d'audit, j'enregistre tout. Je livre le package plus la vidéo. Comme ça, les gens, s'il y a un truc sur lequel ils ont besoin de revenir, ils ont la matière pour le faire. Et j'avais toute la matière. Et après, je me suis dit, bon, écoute, lance-toi, fais de la vidéo. J'en ai discuté avec Laurent, qui m'a donné donné ses méthodos en fait d'organisation, parce que ça demande quand même une planification, ça demande, tu vois, j'ai à chaque fois des invités et tout, et puis ça demande beaucoup d'organisation. Donc tout est planifié. Hein. Là, j'ai un planning qui va jusqu'à mars 2021. Oui, c'est ce que tu me disais. Tu as un nombre d'invités quand même impressionnant. Ouais. Et ils sont tous motivés. J'ai eu aucun refus, quoi. Puis super content de ça, franchement. Bon, après c'est souvent la plupart du temps des gens que je connais en réel. Faut bien démarrer quelque part, de toute façon. Tu vas pas inviter quelqu'un que tu connais pas forcément au départ, voilà. Ouais, surtout que c'est plus compliqué. Si tu connais pas la personne, déjà tu flippes à l'heure venue, quoi. Oui, en plus quand tu es en live comme ça. Ouais, c'est pas enregistré, hein, c'est du pur live. Hein. Donc Jonathan, la dernière fois, Geek Press, qui m'envoie un mail à minuit en me disant je suis désolé, j'ai zappé le live, j'ai pris un call client et je peux pas l'annuler, quoi. Et là je lui dis ouais, ok. Bon c'est pas grave, je vais faire un truc en t'attendant. Il va falloir improviser, quoi. C'est ça. Bon, j'ai quand même des sujets sous le coude au cas où, hein, de toute façon. Est-ce que ça fait vraiment la différence, les vidéos clients que tu envoies en livrable ? J'ai l'impression, ouais. J'ai vraiment l'impression. Ça fait la différence parce que déjà, c'est vraiment très pro. En fait, les clients, quand tu leur livres une vidéo, il y a souvent le retour c'est drôlement pro. Et la deuxième chose, c'est que ils peuvent pas te dire vous me l'aviez pas dit. C'est vrai. Au moins, c'est enregistré. Ouais. Si, je vous l'ai dit. Écoutez, à 8 minutes 25, je vous l'ai dit. Parce que je pense pas que ce soit quelque chose qui se fait beaucoup. Non, mais je pense que ça va se faire de plus en plus, puisque j'ai des confrères qui sont revenus vers moi en me disant ouais, dis donc, c'est chouette ce que tu fais. Donc, je pense qu'ils ont bossé avec les mêmes clients. C'est chouette ce que tu fais. Comment tu fais ? Comment ça, comment je fais ? Non, mais j'imagine qu'ils viennent te voir et puis ils te demandent comment tu fais. C'est chouette, mais j'aimerais faire pareil, quoi. Ouais. Bah oui, puis le Covid faisant, c'est vrai que la vidéo, ça passe bien. Et puis c'est pareil, tu vois, si t'as un point à faire, répondre à un mail qui ressemble plus à un roman qu'à un mail. Mais c'est top la vidéo. Tu gagnes un temps fou. Et en plus, tu peux même montrer des trucs. C'est beaucoup plus vivant que de répondre au mail et de s'emmerder à répondre au roman, quoi. Et tout ça pour que le client te réponde une nouvelle fois et te dise ah oui, mais là je me suis mal exprimé ou là t'as mal compris, machin. Non, là s'il est pas dispo à ce moment-là, sinon tu l'appelles, hein. Non, mais t'as tout à fait raison et je me rends compte que dans mon équipe, c'est pareil. En fait, on s'envoie des petites vidéos qu'on enregistre via un plugin Chrome. Où on montre, tiens, voilà le bug que j'ai trouvé, plutôt que de faire un mail long comme mon bras. Et au final, je vais le lire, je vais pas comprendre forcément, et je vais poser des questions derrière. Ah, mais ça, pour le dev, c'est top. Hein. Ouais, c'est super. Pour le debug, c'est indispensable. Non, dans mon Trello, maintenant, tu vois que ça. Parce que j'ai recruté un dev, et dès que je trouve quelque chose à améliorer, à changer, je lui fais du coup une vidéo en live, et je lui envoie plutôt que d'écrire les pavés que je faisais avant. C'est vrai que ça change tout. Et c'est vrai que pour les livrables... J'y ai pas pensé, mais pour le coup, j'ai des amis qui font plutôt des audits. Donc, plutôt pour convaincre le client de devenir client, ils font des trucs, des vidéos, une demi-heure pour dire voilà ce qu'ils peuvent améliorer, ce qui serait fait s'ils travaillaient ensemble, etc. Ah ouais, en préqualification client, ouais. Ah ouais, non, mais c'est sûr, hein, c'est un super média, hein, franchement. C'est quoi ta spécialité ? Le on-site. Moi, je kiffe l'optimisation très fine de structure, d'exposition de l'information, en fait. Un site, il est là pour exposer un tas d'informations qui sont dans une base de données. Comment on se débrouille pour rendre ces informations le mieux possible en front. Et finalement, ça tient aussi beaucoup à l'UX, hein. Ça c'est pareil, c'est vraiment quelque chose que j'intègre à cette partie d'expertise on-site, hein. Je vais jusqu'au placement des call to action
et même pourquoi pas carrément le label du call to action ou sa forme ou c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis plutôt pas mauvais. Donc c'est un tout, quoi. C'est pas que du SEO, en fait. Non. De la même manière que je te disais, pour moi, un site qui n'est pas visible ne sert à rien. Pour moi, un site qui génère du trafic mais pas de lead ne sert à rien non plus. C'est vrai. Voilà. Et puis après, l'aspect stratégique, hein, je t'en parlais tout à l'heure. Ça, c'est vraiment pour moi le kiff, quoi. Quand tu dis à un client que tu l'accompagnes dans une prise de décision qui change son business et que 6 mois plus tard, il revient vers toi en te disant, écoute, j'ai fait x1,5. Là, c'est le Graal. C'est le Graal. C'est l'objectif au final. Ah ouais. Et ça me fait super plaisir. Voilà. Est-ce que tu aurais une bonne pratique ou un tips SEO à nous donner, enfin en tout cas à nos auditeurs? Sans montrer comme ça à l'oral, c'est un peu compliqué. Un petit conseil, quoi. C'est un peu compliqué. Ne faites pas de lien nofollow. C'est très bien comme conseil déjà. Parce que moi j'en vois beaucoup des nofollow sur les pages contact. Ouais, bah oui, non, mais tout à fait. Les CMS sont souvent livrés avec un magnifique template plein de nofollow. Hein. PrestaShop est très bon pour ça. Le nofollow, c'est un puits à PageRank, c'est tout. C'est juste, on perd le PageRank. Donc n'utilisez pas de nofollow. Tu parles de PrestaShop et est-ce que tu travailles beaucoup justement sur les CMS? Ouais. Alors oui, principalement WordPress, PrestaShop. Hein. Enfin WordPress pour tout ce qui est édito, PrestaShop pour ce qui est e-commerce, quelques Magento aussi quand même, quelques solutions propriétaires aussi, sur lesquelles là, mon expertise de dev permet d'accompagner le développeur. Et ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'aime bien. Que je peux aussi proposer, ça va être de l'audit de code, refonte de base de données. J'ai fait un taf comme ça cette année qui m'a pris, je sais même plus, 60 heures, je pense, un truc comme ça. Ah oui. On a refondu une base de données qui avait été faite n'importe comment, pensée petit à petit aux besoins, et donc il y avait des verrues partout qui étaient greffées dans la base de données, des doublons de data, etc. Évidemment, avec des différences, ils savaient plus sur laquelle se baser. Donc, on a déjà construit toute la base de données propre, et après on a migré les datas de l'ancien modèle tout pourri vers un beau modèle qui marche bien. C'est beaucoup de travail pour le coup. Ouais, c'est beaucoup de taf, ouais. C'est fastidieux, mais c'est intéressant. Ça, c'est pareil, ouais. L'architecture de base de données, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et en fait, si tu es un bon architecte de base de données, tu as une très bonne vision du on-site SEO. Parce que justement, finalement, un bon site, c'est ce que je donne comme conseil dans la formation structure, un bon site se doit de représenter correctement la base de données qui est derrière. Et si c'est pas le cas, soit tu as un problème dans ta base de données, soit tu as un problème au niveau de la manière dont tu exposes la data. C'est vrai. Tu as parlé des CMS tout à l'heure, donc de PrestaShop, de WordPress, de Magento, etc. Quel est le pire CMS pour toi en termes de SEO, out of the box? C'est une bonne question. On a le droit au troll? Vas-y. Drupal? On utilise encore Drupal, les gros sites, et on rigole, mais pourtant, tu vois, moi, en tant qu'éditeur de site, évidemment, WordPress, c'est la base, mais Drupal, on pense, beaucoup d'éditeurs pensent que ça n'existe plus, et quand tu regardes les grosses structures, les universités, etc., tournent encore sous Drupal, et c'est juste une horreur, Ah non, j'ai mieux encore, j'ai PHPBB. Ah là, tu vas loin, là, pour le coup. Ah, ça, c'est le pire. Reparlons un peu entrepreneuriat. J'aime bien poser une question à mes invités. Quel est pour toi ton plus grand échec SEO ou entrepreneurial? Est-ce que tu peux en parler? C'est une bonne question. Le plus gros échec SEO qui arrive très régulièrement, c'est de ne pas réussir à faire appliquer les précaux. Ah ouais, ça c'est une plaie. Hein. Clairement, quand tu regardes, on te demande un audit, tu vois les problèmes, tu vois pourquoi le site descend, etc. Ouais. Et tu lui vends en plus un certain prix. Enfin, je veux dire, c'est un audit, ça prend du temps. Et derrière, en fait, au bout de 2 mois, 3 mois, tu le relances, tu dis ah c'est pas fait, tu essayes, tu fais ce que tu peux quoi. Exactement. Et je pense que dans un audit, allez, 50%, il faut que le mec
faut que les clients, mettent en place en fait le truc et ils le font pas. Et tu vois le site continue à descendre et là t'as mal au cœur quand même. Ouais. Après, il y a un autre échec sur lequel j'aimerais travailler, mais je ne sais pas comment faire. C'est les clients long terme. Il arrive toujours un moment donné où tu as l'impression de t'essouffler. Soit de t'essouffler, soit de te dire que tu vas travailler sur des choses qui sont de plus en plus microscopiques et que finalement le ROI pour le client va devenir de moins en moins important. Donc voilà, travailler à mettre en place une stratégie d'accompagnement plus long terme, ça à l'heure actuelle, c'est un échec pour moi. On peut pas faire x1,5 tous les 6 mois. Non, ça c'est sûr. Tu vois. Déjà, le client a déjà fait x1,5 en quelques mois, il est déjà content. Complètement. Faudrait l'inciter à lancer un autre business. Les clients qui sont d'ailleurs dans cette situation-là, il faut vraiment les sensibiliser à ne pas prendre des décisions en se disant qu'ils feront le même gap l'année prochaine. Hein. Oui. On est déjà qui l'ont fait. Hein. Ah ouais, mais au final, j'ai acheté une grosse machine qui m'a coûté je sais pas combien. Je compte sur toi. Que là, exactement. Et là, tu lui dis, non. La pression. Tu vas pas refaire x1,5 l'année prochaine. Il y a un moment, c'est la courbe, elle finit sur un plateau, quoi. Oui, parce que quand tu arrives, en fait, on va dire, tu corriges là le plus gros, en tout cas, tu lui dis, voilà, il faut faire ça. Et puis, ça va améliorer le truc beaucoup tout d'un coup. Et puis après, de moins en moins, comme tu dis, ça arrive à un plateau. Et effectivement, au niveau du client, il faut qu'il s'en soit conscient, quoi. Ah oui, complètement. Pour revenir un peu sur ta chaîne Twitch, est-ce que tu aurais des conseils pour un débutant ou alors au niveau matériel, au niveau logiciel ? Alors, conseil pour un débutant, fais-toi plaisir. Si ça te fait plaisir de parler de certains sujets, fais-le. C'est pas, ça fait un peu peur au début, hein, mais n'aie pas peur. Carrément. On s'habitue. Alors, moi, j'ai toujours un petit peu d'adrénaline, hein, quand même. Hein, je dis pas. Hein. C'est plus vraiment de l'appréhension, mais c'est un peu de l'adrénaline quand même. Ah ouais. Est-ce que t'as pas peur justement de faire pas d'audience ? C'est-à-dire que tu te connectes, t'attends, tu sais, les 2-3 petites minutes où tu as ton screen de loading, où ça va commencer dans 2 minutes, dans 1 minute, et tu dis, est-ce qu'il y aurait du monde ou pas ? Non, ça, j'en ai rien à faire. Ouais. Parce que toi, tu joues aussi sur le replay, aussi, au final. En plus, il y a beaucoup plus de vues d'ailleurs sur le replay que sur le live, ce qui est normal. Hein. En plus, je fais ça pendant des heures de travail, donc c'est souvent des indépendants qui vont regarder mes lives, mais c'est rarement des employés, quoi. Hein. Tu voulais des conseils par rapport au matos. Le conseil primordial pour le matos, le son. Voilà, un bon micro, c'est indispensable. Parce que regarder des Twitch avec des mecs qui ont des casques micro et une voix horrible, mais vous n'allez pas retenir bien longtemps à le regarder. Alors que s'il y a un bon son, c'est beaucoup plus agréable. Et même si l'image est légèrement dégradée, on va beaucoup plus s'attarder au son qu'à l'image. Après, une bonne webcam, et puis Zou, puis OBS, et puis c'est parti. Hein. Comment tu fais pour streamer justement en même temps sur Twitch et sur YouTube ? J'ai créé un serveur de Restream basé sur Nginx en fait. D'accord. Mais t'es pas le seul à faire ça quand même. Je veux dire, il y a plein de gens qui font Twitch et YouTube en même temps, mais ils ne font pas tous des serveurs Nginx quand même. Non, ils utilisent des outils SaaS comme caster.io ou restream.io. Mais c'est payant. Et je considère pas que ça vale l'argent qu'ils demandent. Tu t'es fait plaisir quand même en montant ton petit serveur du coup. Non, j'ai juste téléchargé une image Docker et fait une configuration dans le nginx.conf. Ah, c'est énorme. On voit le dev en fait. Bah oui. Alors, je sais que tu joues un peu au poker. Beaucoup même. Est-ce que tu pourrais nous dire depuis combien de temps et comment cette passion a démarré ? Ah, lol. La passion, elle a démarré à cause d'un SEO qui s'appelle Paul Sanchez. Quand il m'a formé, je parle de ça il y a plus de 8 ans maintenant, il nous avait montré un site de poker en ligne gratuit sur lequel il faisait des leads et gagnait de l'argent avec. Et donc, après sa formation, je me suis dit, tiens, je vais faire aussi un site de poker, je vais faire la même chose. Et me voilà parti dans mettre en place ce système de poker en ligne gratuit, tout ça, puis à faire quelques parties quand même, puis à me dire, oh, c'est rigolo le poker. Donc ça a commencé comme ça. Et il y a 2 ans à peu près,
j'ai décidé de m'y mettre vraiment beaucoup plus sérieusement, en mettant en place tout un agenda d'apprentissage, travailler les compétences une par une, etc. Je me suis fait coacher, Comme j'ai un pris un sportif, coach. quoi. Tout à fait, c'est exactement ça. J'ai pris plus de 10 heures de coaching en cash game, puisque je pensais peut-être à tort, hein, d'ailleurs, mais je pensais que l'école du cash game me permettrait de bosser tout mon poker. Ce qui est pas totalement vrai, mais ça m'a quand même beaucoup aidé. Et puis j'ai repris un deuxième coach il y a pas longtemps pour justement la partie tournoi qui est un peu plus spécifique. Et voilà, donc je passe pas loin de 50 heures par semaine, je pense. Ah oui, quand même. Ouais. Là, je m'attendais à ce que tu joues quand même, mais pas à ce point-là, quoi, pas autant. Ah, c'est presque un deuxième métier, on va dire. Ouais, carrément, parce que 50 heures par semaine. Jamais ça ne sera mon métier, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est un plaisir. L'argent que je gagnerai au poker, jamais je ne souhaiterais vivre du poker. Et c'était la question que je voulais te poser. Tu es plutôt cash game ou tournoi? J'aime les deux. Et il y a plus d'adrénaline sur les tournois, mais plus de frustration aussi. C'est vrai. Parce que tu passes 3 heures et demie sur un tournoi, tu arrives dans les places payées et au final, tu grappilles que dalle. Oui, il faut être dans quoi? Dans le top, allez, top 4, top 5 et encore, parfois. Top 7 déjà, c'est déjà pas mal. Hein. Table finale, tu commences à rentrer dans les sous. Même pré-TF, tu commences à rentrer dans l'argent correct. Mais voilà. Et le cash game, c'est pour la régularité et pour le volume. Et aussi pour rencontrer des gens qui ont un meilleur niveau. Tu joues des tournois en 10 euros ou du cash game en 10 euros, c'est pas les mêmes profils de joueurs. Qu'est-ce qui est plus difficile justement quand tu as un cash game à 10 euros et un tournoi à 10 euros? C'est quoi le plus. Quels sont là où il y a les joueurs les plus compliqués? Cash game. Il y a plein de fiches, hein, attention. Hein. Alors pour les auditeurs fiches, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Les fiches, en fait, il y a les requins et les poissons. Voilà, les requins, c'est ceux qui mangent les petits poissons, qui mangent les jetons des petits poissons. Et justement, j'allais te poser la question, sur quelle table tu joues, justement, en cash game notamment, ou c'est quoi tes... en tournoi, quels sont tes... C'est la limite sur laquelle je reste bloqué pour l'instant. Et en tournoi, je vais jusqu'aux 20 euros. Là. Parfois des 50 euros si j'ai un ticket. Tu te fais un peu plaisir parfois et Non. Là, j'ai la bankroll. J'ai la somme d'argent sur mon compte poker me permettant de jouer les 20 euros. On compte jusqu'aux 20 euros, il faut à peu près 100 buy-in. Donc, il faut 100 fois ta mise. Oui, si tu n'as pas 100 fois ta mise, tu ne joues pas. Pour compenser un peu l'aléatoire, quoi. Exactement. Et sur Winamax, tu as des tournois avec plus de 10 000 joueurs. Hein. Donc là, la variance, elle est extrêmement importante. Hein. Le hasard est beaucoup plus important. Et là, on conseille même 200 buy-in. Oui, donc tu suis vraiment les règles en faisant ta bankroll, etc. T'es pas un joueur occasionnel, quoi, pour le coup. Non, pas du tout. Ah non. Je suis pas un récréatif, même si c'est de la récréation pour moi. Je me classe plus dans les récréatifs quand même. Quel type de joueur tu es? Loose aggro. C'est-à-dire? Enfin non, peut-être pas loose aggro quand même. Non, pas à ce point-là. Puis non, tight agressif. Je fais attention à ce que je fais. Et quand j'agresse fort. Donc tu vas miser pré-flop, etc. quoi. Aussi bien pré-flop que post-flop. Alors, pour un novice au poker, tu aurais des conseils pour démarrer? La gestion de bankroll. Si tu mets 100 euros sur ton compte poker, tu joues maximum les 1 euro. Tu joues pas les 100 euros le même jour. Voilà. Ah, non. Alors, moi, c'est l'une des erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé le poker pendant mes années universitaires. Parce que c'est à l'époque où... Alors, moi, j'ai démarré le poker à un moment où ça a explosé. Dans les années 2005, 2006, 2007, c'est là où il y avait les live poker, il y avait les tournois, Winamax, tout ça. Et quand je jouais en ligne, je mettais 50 euros par-ci, je mettais 50 euros par-là. C'est jamais... Enfin, faut pas le faire, ça. Si tu veux vraiment faire un truc un peu pro et que si tu veux jouer long terme,
Sauf si tu veux te faire un petit plaisir comme quand tu vas au casino finalement, parce que moi quand je vais au casino, je sais que je vais perdre cet argent, quoi. Mais à partir de ce moment-là, il faut que ça te fasse absolument rien de les avoir perdus. Ouais, il faut pouvoir Si les ça perdre. t'affecte de avoir perdu de l'argent, c'est que tu n'aurais jamais dû le jouer. Donc voilà. Et puis après, les vidéos, regardez les vidéos, il y a plein de matières gratuites en ligne, de gens qui expliquent leurs différents modes de pensée, etc. Ça, c'est un très bon début. Et puis une fois qu'on a atteint un certain niveau, le coaching, ça fait gagner un temps fou. Tu avais participé à notre event SEO Garden Party au mois de novembre. Ouais. Et il restait quelques questions qui n'ont pas eu de réponse parce qu'on n'a pas eu le temps. Oh, les pauvres! On va en profiter pour te les poser maintenant pour que tu puisses répondre aux personnes. Donc, je te lis les questions. Donc on a Jonathan qui pose la question, qui demande: utiliser le nofollow pour optimiser le on-site est-il très intéressant? J'ai répondu tout à l'heure, le nofollow c'est de la merde. Ah, il a reposé la même question. Utiliser le nofollow et noindex pour optimiser le on-site est-il très intéressant? Absolument pas, puisque on envoie du PageRank vers rien. Donc non, c'est absolument pas intéressant du tout. Il ne faut pas utiliser le nofollow. Là, on a des questions sur l'obfuscation de liens. L'obfuscation est-elle vraiment plus utile que le disallow robot.txt? De la part de Yannick. Oui, évidemment, puisque si tu disallow une page, mais qu'il y a quand même un lien qui existe sur le site et qui pointe vers cette page qui est disallow, c'est pareil, tu n'as plus à PageRank, tu perds ton PageRank vers rien. Hein, l'idée, c'est vraiment que le lien consomme du PageRank. Et donc, si il est utile, c'est très bien. Si ça va vers des mentions légales, tu perds du PageRank vers les mentions légales, par exemple. Cédric demande: en tant qu'éditeur de site, blog, pas e-commerce, est-ce vraiment utile d'obfusquer les liens? Si on est sur, si on traite plusieurs niches, oui. Oui. Si on est sur une grosse structure, oui. Après, sur un petit blog avec sur une micro-niche avec 50 pages, non, ça sert à rien. On a Johan qui demande: avec l'obfuscation, il n'y a pas à faire attention à ne pas créer de page orpheline? Point d'interrogation. Bien sûr, mais dans tous les cas, il ne faut pas jamais créer des pages orphelines. Ouais. Mais l'objectif, ça va être d'optimiser le chemin vers une page. Donc, vu que tu t'y attardes, théoriquement, tu finis pas par aboutir à des pages orphelines. Alors, les pages obfusquées doivent-elles être en noindex? On n'obfusque pas des pages, on obfusque des liens. Et non, pas forcément. En fait, c'est vraiment l'idée de travailler le chemin le plus court vers une ressource. Typiquement, je travaille sur un e-commerce qui vend des skis. J'ai dans mon menu un élément de menu qui s'appelle fond et un élément de menu qui s'appelle alpin. Sorti de tout contexte, fond et alpin, ça veut rien dire. Si j'oblige le moteur de recherche à passer par ski avant qu'il puisse découvrir fond et alpin, je lui ai donné un contexte. Donc, j'ai optimisé le chemin vers la ressource fond et ski. Et j'ai même ajouté de l'information sémantique au travers de ce chemin. Question pour Fred. Quel est le plugin qui entoure les liens nofollow en pointillé? Je crois que ça s'appelle nofollow. Exactement, ça s'appelle nofollow. Alors, on a Nicolas qui dit bonjour. Google est la gestion du nofollow en 2020 pour toi, plus qu'un indice ou ne passe pas du tout de PageRank? Passe pas du tout de PageRank. C'est l'objectif du nofollow. Alors, on a une question de Guillaume. Comment procéder pour le linking entre plusieurs catégories ou une catégorie et ses sous-catégories sur un site e-commerce? C'est trop générique comme question. Tony. En fait, j'ai répondu juste avant. Voilà, si tu as alpin et fond, force le robot à passer par ski avant de trouver alpin et fond. Tony demande: avec l'index mobile first, est-ce que je n'ai pas intérêt à ne prendre en compte que les liens visibles dans la version mobile du site? Si, tout à fait. Mais normalement, tu ne dois pas avoir une double navigation dans ton source HTML. Ah, ça te fait rire, hein? Non, mais je peux pas rigoler, ça se fait pas. Charles demande: peux-tu nous donner ton avis sur les différentes paginations classiques, load more, infinite scroll? Il faut toujours avoir une vraie pagination dans le source code. Si tu fais de l'infinite scroll, tu la mets juste en display none. Mais il faut toujours avoir une vraie pagination.
avec des liens HTML qui pointent vers la page 2, 3, 4, etc. Et tu peux même te permettre d'afficher des liens vers toutes tes pages de pagination, puisque de toute façon, tu le caches, donc graphiquement, ça ne va pas déranger. Jonathan demande, faut-il utiliser le noindex pour les pages CGV et CGU? Tu peux, mais c'est pas... C'est vraiment... En fait, si tu fais du noindex vers tes pages CGV, CGU, mais que tu laisses des liens à href en pied de page, ben, tu perds du PageRank. Donc, moi, je les laisserais en index. Alors, et je limiterais question. le lien qui pointe vers elle. Pardon. Non, c'est moi. Dernière question. Ton avis sur la duplication des liens internes dans une même page. Exemple, lien dans le fil d'Ariane et lien dans le contenu. À éviter, ou est-ce que ça augmente la transmission du PageRank? C'est à manipuler avec réflexion. Je parlais typiquement de la double navigation, parce que on n'a pas réussi à faire du responsive avec une seule. Ça arrive souvent. Et ça, je dirais, c'est pas excessivement grave, mais c'est moins bon. Après, il y a quand même aussi la notion de premier lien rencontré dans l'ordre du flux HTML. Donc, typiquement, si tu as un lien qui pointe vers ta page parent depuis ton premier paragraphe, qui est bien contextualisé, etc., et que tu as un fil d'Ariane qui pointe aussi vers la page parent, si le premier lien rencontré, c'est celui du fil d'Ariane, il va pas transmettre le contexte que tu auras souhaité travailler. Cela dit, je mettrai quand même des ça dépend dans tout ça, parce qu'on est des SEO et qu'il faut quand même mettre des ça dépend. Et c'est surtout que je ne crois pas en l'aspect noir ou blanc dans cette histoire-là. Je pense quand même que Google va prendre en compte le contexte du deuxième lien, mais certainement un peu moins, voire même beaucoup moins. Donc l'idée, ce serait de mettre le fil d'Ariane, et c'est ce que je fais assez souvent quand je vais jusqu'au bout de l'optimisation. Je mets le fil d'Ariane au niveau du footer et je le remonte graphiquement. Merci beaucoup. Mais de rien. Je pense que beaucoup de gens comme moi se posent la question, d'où vient ton pseudo? En fait, Fred, F-R-E-D, tu le mets complètement à l'envers, ça fait D-E-R-F et ça fait DERF. Ah, ça vient de comme ça vient de là, c'est énorme. Et les gens, ils disaient DERF quand j'écrivais D-E-R-F. Alors, je l'ai écrit D-E-U-R-F et les gens ne savaient pas le dire non plus. Donc, j'ai écrit D-O-E-U-R-F comme un 9. Et là, les gens ne se trompent pas quand ils arrivent à le lire. On a préparé un quiz pour toi de 7 questions. Oh mon Dieu. Donc, tu devras choisir entre 2 réponses. Donc, par exemple, si je te dis SEO ou SEA, tu vas répondre... Les deux. Ah, j'ai pas le droit. SEO, évidemment. SEO, évidemment. Et donc, tu auras à chaque fois 1 ou 2 secondes pour répondre. Est-ce que tu es prêt? Allez. Tu es plutôt on-site ou off-site? On-site. 1 000 € tout de suite ou 10 000 € dans un an? 10 000 € dans un an. SEO ou SEA? SEO. Plutôt budget crawl ou balise meta keywords? Balise meta keywords. Question cigarette électronique, saveur fruits ou tabac? Fruits. Plutôt bière blonde ou brune? Blonde. Dernière question, plutôt Doyle Bronson ou Patrick Bruel? Patrick Bruel. Merci beaucoup Fred. Un dernier mot pour la fin? Écoute, merci à toi de faire bouger un petit peu la communauté aussi. Merci, toi aussi tu fais beaucoup bouger, donc c'est cool. Ouais, mais écoute, merci pour le Links Garden. J'ai vu que tu préparais une deuxième session. Ouais, le 28 janvier, c'est ça. Yes. J'espère que tu seras parmi nous et puis on dévoilera les invités bientôt. Je serai certainement parmi vous. Ouais. Et donc, rendez-vous sur la chaîne Trikaia Live tous les mardis. Si vous voulez me poser des questions en direct et suivre les différents sujets et les différents invités que je reçois. Merci beaucoup Fred d'avoir accepté de participer au podcast. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Pareillement. Merci à toi Jackie. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner ou liker et mettre 5 étoiles. Merci et à bientôt.